Plus de 65 ans ont passé depuis la première diffusion de La quatrième dimension. Et les personnes qui lui ont donné vie ont ensuite traversé des mariages, des scandales, des chagrins et des transformations que personne n'aurait pu prévoir. Saviez-vous que l'un des acteurs les plus reconnus de cette série est mort le lendemain de son anniversaire, à un âge qui, à tout point de vue, était trop tôt pour dire adieu? Il avait passé des années à combattre la même maladie qui avait déjà emporté son père. Et il a perdu ce combat exactement 24 heures après qu'un nouvel anniversaire soit passé. Aujourd'hui, nous nous souvenons des personnes qui nous ont donné La quatrième dimension, l'une des séries télévisées les plus audacieuses, les plus intellectuellement honnêtes et les plus étranges de l'histoire de la télévision américaine. Nous vous raconterons qui ils étaient à l'époque et ce qu'ils sont devenus par la suite. Numéro 1, Earl Holliman dans le rôle de Mike Ferris. S'il existe une ouverture parfaite pour une série qui allait changer la télévision américaine pour toujours, elle a eu lieu le 2 octobre 1959. Un jeune homme dans une combinaison étrange marche sur une route déserte sans se souvenir de qui il est ni de la façon dont il est arrivé là. Tout autour de lui, une ville abandonnée. Du café encore en train de chauffer sur le réchaud d'un café. Un jukebox qui joue tout seul. Un cigare qui se consume dans un cendrier sans que personne ne le tienne. Pas une seule personne. Rien que le vide. Rien que cet homme, Mike Ferris, interprété par Earl Holliman. Il avait 31 ans. Henry Earl Holliman est né le 11 septembre 1928 à Delhi, en Louisiane. La vie a commencé par une perte. Son père biologique est mort avant même sa naissance et sa mère, vivant dans la pauvreté avec plusieurs autres enfants, l'a abandonné à sa naissance. Il a été adopté dans un orphelinat une semaine seulement plus tard par la famille Holliman. Son père adoptif est mort quand Earl n'avait que 13 ans. À l'adolescence, le désir de devenir acteur le consumait si complètement qu'il a fait du stop jusqu'à Hollywood, pour n'en repartir qu'avec rien. Il n'a pas abandonné. Il a menti sur son âge pour s'engager dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est retrouvé à Los Angeles pour une formation en communication et a finalement retrouvé l'odeur du cinéma. Après son service, il s'est inscrit au Pasadena Playhouse et à l'Université de Californie du Sud, se consacrant entièrement à son art. À la fin des années 50, son nom valait déjà quelque chose. Il est apparu dans Planète interdite, 1956, a joué aux côtés d'Elizabeth Taylor, Rock Hudson et James Dean dans Géant, 1956, et a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Faiseur de pluie, 1956, face à Katharine Hepburn et Burt Lancaster. Lorsque Rod Serling l'a appelé en 1959 pour lui proposer le rôle principal du pilote d'une toute nouvelle série, Holliman a accepté immédiatement. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il se lançait. Sa prestation dans Où est donc passé tout le monde a montré tout ce dont il était capable. La progression lente de la panique, la tentative désespérée de conserver sa raison, la libération finale et amère de la vérité. L'épisode reste un modèle d'interprétation télévisée en solo. Un acteur sans partenaire, 30 minutes, tout reposant sur ses épaules. Serling lui a écrit par la suite « Votre performance était remarquable, pleine de relief, de nuances et d'une crédibilité fantastique. En bref, Holliman, vous êtes un sacré acteur. » Son rôle télévisé le plus célèbre est venu plus tard. Le lieutenant Bill Crowley dans la série policière de NBC Police Woman. Od 1974 do 1978, aux côtés d'Angie Dickinson. Il a joué dans les Devanost Odin épisodes. Solide, fiable. Le genre d'acteur qui améliore n'importe quel tournage. Mais derrière les caméras, Holliman portait un secret qu'il avait protégé pendant des décennies. Tout au long de sa vie adulte, il a partagé sa vie avec un homme, Craig Curtis, son compagnon, et finalement, son époux. Dans le Hollywood conservateur des années 60 et 70, cette vérité aurait pu lui coûter tout. Ce n'est que dans ces dernières années qu'elle est devenue publiquement connue. Curtis était à ses côtés jusqu'à la fin. Earl Holliman est mort le 25 novembre 2024 à Studio City, en Californie. Il avait 96 ans. Sa nièce a écrit sur les réseaux sociaux « Il a eu une vie longue,
et merveilleuse. Son rêve d'enfant, devenir une star de cinéma, s'est réalisé bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il a ouvert la 4e dimension au monde entier et l'a quitté avant que le monde ne s'ouvre entièrement à lui. Numéro 2, Donna Douglas dans le rôle de Janet Tyler, novembre 1960. Une femme est allongée dans un lit d'hôpital, la tête entièrement enveloppée de bandages. C'est son 11e traitement, le dernier autorisé par la loi, dans un effort de toute une vie pour paraître normal. Quand les bandages tombent enfin, le public découvre une femme jeune et belle. Mais dans ce monde, ce visage est une difformité. Elle est un monstre aux yeux de tous ceux qui l'entourent. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. N'est pas seulement le titre de l'épisode. C'est le verdict. Et il résonne avec autant de force aujourd'hui. La femme sous les bandages était interprétée par Donna Douglas, 28 ans. Donna Douglas est née Doris Yonne Smith le 26 septembre 1932 dans une petite ville de Louisiane. Elle a grandi dans la pauvreté, dans le sud profond des États-Unis, dans un monde où Hollywood n'était pas une destination que quelqu'un de son milieu pouvait sérieusement envisager. Mais sa beauté naturelle et sa présence lui ont ouvert des portes. Tout au long des années 50, elle est apparue en couverture de magazines et a décroché de petits rôles à la télévision, et en 1960, elle a reçu son invitation pour la 4e dimension. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde reste l'un des meilleurs épisodes de toute la série. Pas seulement comme histoire d'horreur, mais comme une œuvre cinématographique genuinement intelligente. Pendant la majeure partie de l'épisode, Douglas joue sans que son visage ne soit jamais vu, uniquement à travers la posture, le souffle et le langage tremblant de son corps. Quand les bandages tombent, le public comprend le renversement. Ce n'est pas elle qui est laide, c'est le monde qui la juge. Serling avait glissé une métaphore directe sur la ségrégation raciale et l'intolérance sociale dans un récit de genre, et Douglas l'a porté sans un mot d'explication. Puis est arrivé 1962, et tout a changé. Elle a été choisie pour le rôle d'Ellie Mae Clampett dans Les Rustres, The Beverly Hillbillies. Et du jour au lendemain, elle est devenue l'un des visages les plus reconnus de la télévision américaine. Une fille pleine de vie venue des Ozarks qui parlait aux animaux et se moquait des conventions citadines, Ellie Mae est devenue un symbole culturel de la décennie. La série s'est immédiatement hissée en tête des audiences et s'y est maintenue pendant 9 ans. Pour Douglas, ce fut à la fois un triomphe et un piège. Dans l'esprit de millions de personnes, elle serait toujours Ellie Mae. Après la fin de la série, en Tissecha Devatsot Semdesatadin, et sa carrière hollywoodienne s'est éteinte. Elle avait également joué aux côtés d'Elvis Presley dans Frankie et Johnny, 1966. Presley lui-même aurait trouvé son souvenir impérissable. Ses collègues des Rustres se souvenaient d'elle comme d'une personne d'une chaleur extraordinaire. Dans ces dernières années, elle s'est consacrée entièrement à sa profonde foi chrétienne, devenant chanteuse de gospel et missionnaire parcourant le pays, loin des projecteurs des studios. Donna Douglas est morte le 1er janvier 2015 d'un cancer du pancréas. Elle avait 81 ans. Elle est partie avec la nouvelle année, et Hollywood s'est arrêté pour lui dire au revoir. Son unique épisode dans La 4e dimension reste un manifeste contre l'intolérance. C'était vrai en Tissecha Devatsot Chesdesat. Il n'a pas pris une ride. Numéro 3, Agnes Moorehead dans le rôle de la femme. Janvier Tissecha Devatsot Chesdesatadin. Une vieille femme vit seule dans une ferme primitive, sans électricité, sans gaz, sans aucun lien avec le monde extérieur. Il n'y a pas une seule ligne de dialogue dans tout l'épisode. Seulement des sons, des soupirs, des cris de douleur, le craquement du plancher. Quelque chose s'écrase sur le toit, et de minuscules créatures en combinaison spatiale sortent d'une petite soucoupe volante. La femme se bat pour sa vie à main nue. Les Envahisseurs est l'un des épisodes techniquement les plus audacieux et les plus parfaits sur le plan de l'interprétation de toute l'histoire de La 4e dimension. Il tient entièrement grâce à la force d'une seule personne, Agnes Moorehead, 60 ans, Agnes Robertson. Moorehead est née le 6 décembre 1900 à Clinton,
dans le Massachusetts, fille d'un pasteur presbytérien. Elle a donné sa première représentation publique à l'âge de 3 ans, un cantique à l'église. Ses parents ont encouragé ses dons, mais ont insisté sur l'éducation. Elle a obtenu des diplômes supérieurs, passé 5 ans à enseigner l'anglais et le théâtre dans un lycée du Wisconsin, puis a tout abandonné pour s'inscrire à l'Académie américaine d'art dramatique. C'était un acte de foi qui lui a été pleinement rendu. En 1941, Orson Welles l'a choisi pour Citizen Kane et son nom a immédiatement circulé dans tout Hollywood. La splendeur des Amberson, 1942, lui a valu sa première nomination aux Oscars. Au cours de sa carrière, elle en a accumulé 4. Elle n'a jamais gagné. Cela reste l'une des injustices les plus commentées de l'histoire des Oscars. 2 Golden Globes et un Emmy en prime time lui ont apporté une consolation partielle. Les Envahisseurs est un exercice singulier de maîtrise. Moorhead ne prononce pas un seul mot. Et pourtant, elle tient l'écran avec une intensité physique et émotionnelle telle que le public en oublie de respirer. Le réalisateur Douglas Hayes a délibérément maintenu les visages des minuscules créatures dans l'ombre, protégeant le retournement final. Les extraterrestres sont des astronautes américains. L'immense femme est une habitante d'une autre planète. C'était un commentaire acéré sur l'impérialisme américain à l'ère de la course à l'espace. En 1964, elle a accepté le rôle d'Andorra dans Ma sorcière bien-aimée, Bewitched, et est devenue une icône télévisée pendant 8 saisons. Mordante et brillante, somptueusement costumée, jamais en dessous de la tension électrique, Endora était l'exact opposé de la femme silencieuse des Envahisseurs. Ce contraste dit tout sur l'étendue de son talent. Mais derrière le glamour se cachait une tragédie. En 1956, Moorhead avait tourné Le Conquérant, The Conqueror, avec John Wayne en extérieur près des zones d'essais nucléaires de l'Utah, contaminées par les tests de bombes américaines. En 1980, le cancer avait frappé 91 des 220 membres du casting et de l'équipe technique du film. John Wayne, Susan Hayward, le réalisateur Dick Powell et Agnes Moorehead parmi eux. Avant de mourir, elle a confié à son amie proche Debbie Reynolds qu'elle était certaine que ce tournage l'avait tuée. Agnes Moorehead est morte le 30 avril 1974 à Rochester, dans le Minnesota, d'un cancer de l'utérus. Elle avait 73 ans. Son épisode dans La 4e dimension est l'un des rares où les mots sont entièrement inutiles. Rien qu'un corps, une volonté et un don incommensurables. Numéro 4, Burgess Meredith dans le rôle de Henry Bemis. Le dernier homme vivant sur Terre. Des ruines dans toutes les directions. Et là, étalées devant lui, des montagnes de livres, intactes, interminables, magnifiques. Il a trouvé la seule chose qu'il ait jamais vraiment désirée. Et puis ses lunettes se cassent. Cette fin, sans doute le retournement le plus cruel de toute l'histoire de la 4e dimension, a offert au monde l'une des images les plus durables du désespoir humain. Le rat de bibliothèque Henry Bemis, contemplant des vers brisés par terre, était interprété par Burgess Meredith, 51 ans. Oliver Burgess Meredith est né le 16 novembre 1907 à Cleveland, dans l'Ohio. Son père était médecin d'ascendance canadienne, sa mère issue d'une famille de pasteurs méthodistes. Dans les années 30, il était déjà une star de Broadway, et son rôle de George Milton dans l'adaptation cinématographique de 1939 de Des souris et des hommes l'a solidement placé parmi les acteurs de premier rang de Hollywood. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans l'armée de l'air américaine, a atteint le grade de capitaine et a réalisé des films de formation et de propagande militaire. Durant ces années, il a épousé Paulette Goddard, l'une des actrices les plus célébrées de l'ère Chaplin. Une union qui a duré de 1944 à 1949. Puis sont arrivées les premières années 50 et l'histoire s'est montrée impitoyable. La Commission des activités anti-américaines l'a désigné comme témoin hostile et l'a effectivement placé sur la liste noire de Hollywood. Le travail en studio a disparu du jour au lendemain. Pendant plusieurs années, il a accepté n'importe quoi juste pour survivre. La télévision l'a sauvé. La 4e dimension l'a accueilli 4 fois, un record qu'il partage avec Jack Klugman. Au-delà de
Rien qu'une longue patience, Time Enough at Last. Il est apparu dans Mr. Dingle le Fort, L'homme dépassé et L'imprimeur du diable. Chacun un petit chef-d'œuvre. Dans L'imprimeur du diable, il s'est laissé littéralement mettre le feu pour l'authenticité d'une scène. À cette époque, les acteurs ne quittaient pas le plateau. Puis est venu le pingouin, le légendaire méchant de la série télévisée Batman, od 1966 do 1968 et le bien-aimé entraîneur Mickey dans Rocky, od 1976. 2 nominations aux Oscars, un Emmy, le Saturn Award, un Golden Globe, une carrière qui a couvert 6 décennies et plusieurs réinventions complètes. Il a travaillé jusqu'au bout, doublage, documentaire, narration. Burgess Meredith ne s'est jamais arrêté. Il est mort le 9 septembre 1997 à Malibu, en Californie, de la maladie d'Alzheimer et d'un mélanome. Il avait 89 ans. Son Henry Bemis, regardant les verres brisés au milieu des ruines de la Bibliothèque du Monde, n'est pas seulement une scène de télévision. C'est l'une des images les plus précises de la détresse humaine jamais capturées à l'écran. Numéro 5. Jack Klugman, dans le rôle de Joey Crown, un trompettiste à bout de souffle qui a vendu son instrument pour acheter de l'alcool. Un homme qui s'est jeté devant une voiture et ne sait plus s'il est vivant ou mort. Une histoire de seconde chance et du droit de recommencer. L'une des plus déchirantes de toute la série. Joey Crown était un rôle que seul Jack Klugman pouvait jouer. Il avait 38 ans. Jack Klugman est né le 27 avril 1922 à Philadelphie, en Pennsylvanie, le plus jeune de 6 enfants d'immigrants juifs russes. Sa mère faisait des chapeaux. Son père peignait des maisons. L'enfance a été difficile d'une manière qui ne relevait pas de la métaphore. Dans les pires périodes de ses débuts, il vendait son sang pour 5 $ le demi-litre afin d'avoir de quoi manger. Il l'a dit lui-même dans des interviews sans l'édulcorer. Après la Seconde Guerre mondiale, il est rentré, s'est inscrit à l'Institut Carnegie et en 1957, Sidney Lumet l'a choisi pour 12 hommes en colère. 12 Angry Men. En 1959, il a joué à Broadway face à Ethel Merman dans Gypsy. Il était clair que cet homme pouvait tout faire. Il est apparu dans La quatrième dimension 4 fois, un record partagé avec Burgess Meredith. Le lien avec les personnages de Serling était viscéral. Des hommes solitaires, brisés, issus de la classe ouvrière, cherchant une issue. Dans À la gloire de Pip, 1963, il a joué un bookmaker raté dont le fils est en train de mourir quelque part au Vietnam. Les 2 performances venaient d'un endroit très profond. Un couple en vadrouille. The Odd Couple, od 1970 do 1970 Louis a valu 3 Emmy Awards, un Golden Globe et l'amour d'une génération. Mais cette même année, 1974, les médecins lui ont annoncé un cancer de la gorge. 15 ans de combat. En 1989, une opération lui a retiré une corde vocale. Cette voix, rauque, vivante, irremplaçable, avait disparu. On aurait dit que sa carrière était terminée. Mais son plus vieil ami Tony Randall est venu à l'hôpital et a fait une promesse. Quand tu seras prêt à reprendre le travail, on te trouvera une scène. Klugman a réappris à parler avec une seule corde vocale. Et il est revenu. Sa femme, Brett Somers, il n'avait jamais officiellement divorcé, bien qu'ils vivent séparément depuis des années, est morte en 2007. En 2008, à 85 ans, Klugman a épousé Peggy Crosby. Son fils Adam a déclaré ensuite « Il a eu une belle vie et a profité de chaque instant, et il encouragerait les autres à faire de même. » Jack Klugman est mort le 24 décembre 2012, le soir de Noël, à Northridge, en Californie, d'un cancer de la prostate. Il avait 90 ans. Numéro 6, Telly Savalas dans le rôle d'Eric Streetor. Je m'appelle Talky Tina et je vais te tuer. Cet épisode est entré dans l'histoire comme l'un des plus terrifiants de toute la 4e dimension. Et il a directement inspiré toute une génération de films d'horreur, de jeux d'enfants. Child's Play à Annabelle.
Le beau-père cruel et mesquin qui finit par être tué par la poupée parlante de sa belle-fille était interprété par Telly Savalas, 41 ans. Et il avait encore ses cheveux. Aristotelis Telly. Savalas est né le 21 janvier 1922 à Garden City, dans l'État de New York, de parents immigrés grecs. Son père est mort d'un cancer de la vessie quand Telly avait 26 ans. Cette perte a façonné la manière dont le jeune Savalas regardait la vie. Il a obtenu une licence de psychologie à l'Université Columbia, a travaillé dans la division information d'ABC et n'a décidé de devenir acteur qu'à la trentaine. Le démarrage tardif ne l'a pas ralenti. Il a décroché son premier grand rôle au cinéma en 1961 et dès 1962 avait reçu une nomination aux Oscars pour L'homme d'Alcatraz, Birdman of Alcatraz. Son rôle dans La quatrième dimension, un homme avec quelque chose de réellement menaçant qui bouillonne juste sous la surface, a fait peur au public pour de vrai. Le célèbre crâne rasé est venu plus tard. Il se l'est rasé spécialement pour le rôle de Ponce Pilate dans l'épopée biblique La plus grande histoire jamais contée, The Greatest Story Ever Told, 1965, et a tellement aimé le résultat qu'il n'a plus jamais laissé repousser ses cheveux. C'est devenu sa marque de fabrique, incarné surtout dans le rôle du lieutenant Theo Kojak dans la série Kojak. Od 1973 do 1978. Qui vous aime, bébé? Dit avec une sucette à la place d'une cigarette. Il était une star internationale, un Golden Globe, un numéro 1 au Royaume-Uni avec If en 1975. Il s'est marié 3 fois et a eu 6 enfants avec 4 femmes, dont sa fille Ariana, qui est devenue chanteuse. En 1988, sa mère Christina est morte, la personne la plus proche de lui au monde. Cette même année, ses médecins ont posé le diagnostic, un cancer de la vessie. La même maladie exacte qui avait tué son père. Il a continué à travailler. Il a continué à se présenter. Telly Savalas est mort le 22 janvier 1994, le lendemain de ses 72 ans. Frank Sinatra, Angie Dickinson et Don Rickles étaient à ses funérailles. Père et fils avaient été emportés par la même maladie. Aucun degré de célébrité ne confère l'immunité. Numéro 7. Martin Landau dans le rôle du major Ivan Koutchenko. Un transfuge soviétique dans une chambre d'hôtel. 3 heures pour trouver une bombe cachée. Ou mourir. Pas d'éléments surnaturels. Pas de science-fiction. Juste un esprit acéré contre le calcul d'un tueur de sang-froid. La salle de danger, The Jeopardy Room, est l'un des rares épisodes de La quatrième dimension, ne contenant absolument rien de fantastique. C'est un pur thriller, et il tient entièrement grâce à son interprète principal. Le major Koutchenko était interprété par Martin Landau, 35 ans. Martin James Landau est né le 20 juin 1928 à Brooklyn, à New York. Son père était un mécanicien juif d'origine autrichienne qui avait tenté de sauver des membres de sa famille des nazis pendant la guerre. Landau a fréquenté le lycée James Madison à Brooklyn, où 2 passions brûlaient en lui simultanément, le dessin et le théâtre. À 17 ans, il a été embauché comme illustrateur au New York Daily News. À 22 ans, il a quitté un emploi stable et a passé une audition pour l'Actors Studio de Lee Strasberg. Sur plus de 2000 candidats, 2 ont été acceptés, Landau et Steve McQueen. Cela dit tout. Son premier grand rôle au cinéma lui est venu de Hitchcock, l'implacable Léonard dans La mort aux trousses, North by Northwest, 1959. Il est apparu 2 fois dans La quatrième dimension, et dans La salle de danger, il a montré ce dont il était capable quand le personnage n'était pas le méchant, mais l'homme qui lutte pour survivre avec calme et intelligence. À partir de 1966, il a été une star internationale dans le rôle de Rollin Hand, maître du déguisement dans Mission Impossible. Sa partenaire était sa femme Barbara Bain. Ils s'étaient mariés en 1957, avaient travaillé ensemble pendant 3 saisons, étaient partis ensemble en Angleterre pour tourner Cosmos 1999, Space 1999, et avaient divorcé en 1993 после 36 ans. Ils ont eu 2 filles,
Susan et Juliet, qui est également devenue actrice. On lui a proposé le rôle de Monsieur Spock dans Star Trek. Il l'a refusé. Le rôle est allé à Leonard Nimoy. En 1994, Tim Burton a réalisé Ed Wood. Et Lando a joué le vieillissant Bela Lugosi avec une précision si douloureuse que les critiques du monde entier en ont eu le souffle coupé. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Un sommet mérité après 6 décennies de travail extraordinaire. Martin Landau est mort le 15 juillet 2017 au centre médical de l'UCLA à Los Angeles. Il avait 89 ans. Jusqu'au dernier jour, il a dirigé la branche hollywoodienne de l'Actors Studio et a continué à enseigner. Numéro 8, William Shatner dans le rôle de Bob Wilson. Un homme dans un avion. Tout juste sorti d'un établissement psychiatrique après une dépression nerveuse, sa femme est à ses côtés, l'appui contre le hublot. Et là, sur l'aile, quelque chose est présent. Quelque chose de sombre, de velu et de destructeur. Lui seul peut le voir. Cauchemar à 6000 mètres est sans doute l'épisode le plus parodié, le plus cité et le plus vivace de toute l'histoire de la 4e dimension. Bob Wilson était interprété par William Shatner, 32 ans, et le rôle ne l'a jamais tout à fait lâché. William Shatner est né le 22 mars 1931 à Montréal, au Canada, dans une famille d'origine judéo-ukrainienne. Il a étudié à l'université McGill, a participé à des productions estudiantines, est passé par le Festival de Shakespeare de Stratford et s'est installé aux États-Unis au début des années 50. L'épisode a été diffusé le 11 octobre 1963. Shatner a déclaré par la suite « Cet épisode a touché quelque chose d'universel. Les gens en parlent encore et se moquent de moi. Et je vous dis, chaque fois que je monte dans un avion, je regarde encore par le hublot. » L'épisode a été parodié dans Les Simpsons, refait dans le film La 4e dimension, Twilight Zone, The Movie, 1983, avec John Lithgow, et réimaginé de nouveau dans la version de Jordan Peele en 2019. Puis est arrivé 1966, et le capitaine James T. Kirk. Star Trek n'a pas fait de lui une star, il en a fait un symbole. Le commandant audacieux et charismatique qui prend des décisions en une fraction de seconde. Des générations de téléspectateurs à travers le monde entier ont grandi en sachant exactement qui était Kirk. Dans sa vie privée, Shatner a survécu à 4 mariages. Sa 3e femme, Neryn Kidd, est morte en Tisecha Devatsot Devanosto Devat. Elle s'est noyée dans la piscine de leur maison à Studio City. Cette perte l'a ébranlé jusqu'au fond de lui-même. En 2021, à l'âge de 90 ans, il est devenu la personne la plus âgée à voyager dans l'espace, à bord de la fusée Blue Origin de Jeff Bezos. Ce n'était ni une métaphore, ni un coup publicitaire. C'était un vrai vol spatial. En 2024, il a publiquement révélé un diagnostic de mélanome de stade 4, un cancer découvert sous forme d'une bosse sous son oreille droite. Il a subi une opération et une immunothérapie. En 2026, William Shatner a 95 ans. Il est en vie, il parle. Et chaque fois qu'il monte dans un avion, il regarde encore par le hublot. Numéro 9, Robert Redford dans le rôle de Harold Beldon, janvier 1962. Une vieille femme s'est barricadée dans un appartement en sous-sol, condamnée depuis des années. Elle a une peur panique de la mort. Un matin, un policier blessé se présente à sa porte. Elle le laisse entrer. Puis quelqu'un d'autre arrive, jeune, calme, au regard bienveillant. C'est la mort. Il est interprété par Robert Redford, 25 ans, et ce rôle a été l'une des premières preuves sérieuses de ce dont il était capable. Charles Robert Redford Jr. est né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie. Son père était comptable. Sa mère est morte d'une crise cardiaque quand Robert avait 18 ans, une perte qui l'a changé à jamais. Il a abandonné ses études, voyagé en Europe, étudié la peinture et a finalement décidé de s'inscrire à l'Académie américaine d'art dramatique. Au début des années 60, il a accepté tous les rôles télévisés qui se présentaient. Maverick, Perry Mason, La mort dans l'air, Alfred Hitchcock Presents et La 4e dimension.
Rien dans l'ombre figure dans le top 7 des épisodes de toute la série sur IMDb. Redford se souvenait chaleureusement de cette expérience, surtout du travail avec sa partenaire Gladys Cooper. « J'aimais subvertir les attentes du public », a-t-il déclaré au Festival international du film de Santa Barbara en 2014. « La mort n'a pas besoin d'être terrifiante, elle doit juste être inévitable. » Le réalisateur avait des doutes initiaux sur le jeune Redford. Il était encore très inexpérimenté, mais son charisme discret dans la scène finale a rendu le dénouement inoubliable. Puis est arrivé 1969. Butch Cassidy et le Kid avec Paul Newman. L'arnaque. The Sting, 1973. Les hommes du président. All the President's Men, 1976. Out of Africa, 1985. Redford est devenu l'incarnation du héros américain à l'écran. Balayé par le vent, d'une noblesse sans effort, impossible à quitter des yeux. En 1980, il a remporté l'Oscar de la meilleure réalisation pour Des gens comme les autres, Ordinary People. En 1988, il a fondé le Sundance Institute et a changé définitivement le paysage du cinéma américain indépendant. Sous la surface dorée se cachait un deuil intime profond. Il a perdu 2 fils. Son premier-né, Scott, est mort de mort subite du nourrisson en Tissecha Devatsot Petdesia Devat au tout début de la carrière de Redford. Et en 2020, son fils James, réalisateur de documentaires et écologiste, est mort d'un cancer à 58 ans. Redford a publié un communiqué. La douleur est incommensurable avec la perte d'un enfant. Il avait été marié à sa première femme, Lola Van Wagenen, de 1958 à 1985. En 2009, il a épousé l'artiste environnementale allemande Sibylle Sagars, avec qui il a passé ses dernières années dans les montagnes de l'Utah. Robert Redford est mort le 16 septembre 2025 dans sa maison de Sundance, dans l'Utah. Il avait 89 ans. Il est mort paisiblement, dans son sommeil, entouré de ceux qu'il aimait. Le jeune acteur qui avait joué la mort en 1962 l'a rencontré avec sérénité 63 ans plus tard. Numéro 10. Rod Serling, dans le rôle du narrateur. Il entrait dans le cadre au début de chaque épisode. Costume sombre, cigarette entre les doigts. Cette voix, grave, posée, comme s'il savait déjà tout ce qui allait se passer. Vous voyagez à travers une autre dimension. Une dimension non seulement de la vue et du son, mais de l'esprit. Un voyage vers une merveilleuse terre d'imagination. Votre prochain arrêt, la 4e dimension. Voilà Rod Serling, l'homme qui a créé la série. L'homme qui en a écrit 92 des 156 épisodes. Son visage, sa voix, sa conscience. Il avait 34 ans quand le premier épisode a été diffusé. Rodman Edward Serling est né le 25 décembre 1924 à Syracuse, dans l'État de New York, le jour de Noël. Sa famille était juive. Son père tenait une épicerie-boucherie. Il a grandi à Binghamton, dans l'État de New York, et après le lycée, il s'est engagé directement dans l'armée. Il a été affecté au 511e régiment d'infanterie parachutiste de la 11e division aéroportée et envoyé dans le Pacifique, aux Philippines, à Leyte, à Manille. Son unité de démolition était surnommée l'Escadron de la mort en raison de son taux de perte. Il a été blessé par des éclats d'obus au poignet et au genou. Il a reçu la Bronze Star, le Purple Heart et la médaille de libération des Philippines. Seuls 30% de son régiment d'origine ont survécu à la guerre. Ce qu'il a rapporté avec lui était invisible, des cauchemars, des images qui revenaient sans prévenir. Le hasard de la mort, un ami tué par une caisse larguée depuis les airs pendant qu'il racontait une blague, alors que Serling se trouvait juste à côté. Sa fille Anne se souviendrait pendant des années de l'avoir entendu se réveiller la nuit. Ce que nous appellerions aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique ne l'a jamais quitté. Et cela est devenu le moteur de tout ce qu'il a écrit. Après la guerre, il a étudié à l'Antioch College dans l'Ohio et a commencé à écrire pour la radio et la télévision locale.
En 1955, son drame Patterns a été diffusé en direct sur CBS. Et dès le lendemain matin, tout le pays en parlait. Un premier Emmy, puis Requiem pour un champion, Requiem for a heavyweight. Un autre? Les critiques l'appelaient le jeune homme en colère de Hollywood. Il a combattu les censeurs des chaînes, les dirigeants des studios et les sponsors corporatifs pour le droit de dire des choses honnêtes sur la guerre, la race et la corruption à la télévision américaine. Il a continué à perdre les batailles. Il a continué à essayer. Épuisé par les combats contre la censure, il a trouvé un moyen de les contourner. La science-fiction, le fantastique. Dans la dimension d'un autre monde, il pouvait tout dire sur la terreur nucléaire, le conformisme social, la haine raciale, la mécanique de l'État. Et personne ne pouvait désigner un sponsor et exiger qu'il se taise. La quatrième dimension était son manifeste personnel enveloppé dans le langage des monstres et des machines à voyager dans le temps. Serling a écrit 252 scénarios au cours de sa carrière. Il a remporté 6 Emmy Awards. Il a coécrit le scénario de La planète des singes, Planet of the Apes, 1968. Il a passé des années à enseigner l'écriture de scénarios à l'Ithaca College et à présenter Rod Serling's Night Gallery. Il avait épousé Caroline Louise Kramer en 1948, qu'il avait rencontrée à l'Antioch College. Ils ont eu 2 filles, Jodie et Anne. Sa femme Carole lui a survécu près de 45 ans, mourant en janvier 2020 à l'âge de 90 ans. Derrière le tableau familial tranquille, cependant, la réalité privée était une démolition lente. Serling fumait en continu, paquet après paquet, buvait café sur café, réécrivait des scénarios en pleine nuit. S'est publiquement opposé à la guerre du Vietnam. Il ne s'arrêtait jamais, ne cessait jamais de travailler, ne cessait jamais de brûler. Son système cardiovasculaire se désintégrait sous le poids de décennies de stress, de nicotine, de caféine et d'une prédisposition héréditaire aux maladies cardiaques. En juin 1975, il a subi une opération à cœur ouvert. Au cours de l'une des interventions, il a fait une 3e crise cardiaque sur la table d'opération. Les chirurgiens ont dit que ses artères se dégradaient depuis des années. Il est mort le 28 juin 1975 à Rochester, dans l'État de New York. Il avait 50 ans. 2 cérémonies commémoratives ont eu lieu simultanément, l'une à Ithaca, l'autre à Santa Monica. Il a été enterré dans le petit cimetière d'Interlaken, dans l'État de New York, un coin de l'arrière-pays new-yorkais qu'il avait aimé. Pour le centenaire de sa naissance en 2024, sa ville natale de Binghamton a dévoilé une statue. Il sort de la 4e dimension, en costume sombre, exactement comme le monde se le rappelle. Sa fille Anne a dit un jour « La dernière fois que j'ai vu mon père, c'était la nuit avant son opération. Il m'a dit qu'il m'aimait. C'était Ilya Sorok-Devatian. Il est parti trop tôt pour voir ce que son héritage est devenu. Mais il savait qu'il laisserait quelque chose derrière lui. L'homme qui a inventé la 4e dimension n'a jamais cru aux coïncidences. Lequel de ces personnages vous a le plus surpris? Dont l'histoire vous a le plus touché? Dites-le dans les commentaires, nous les lisons tous. Et si vous regardez depuis un autre pays, dites-nous d'où. Il nous importe de savoir jusqu'où la 4e dimension a voyagé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore bien d'autres histoires à venir qui vont vous surprendre. À bientôt de l'autre côté de l'écran.